Le passeport togolais est désormais passé au deuxième rang des documents de voyage les plus avantageux de l'espace UEMOA. C'est ce que révèle le classement 2025 de l'indice mondial de passeports publié par le cabinet britannique Henley & Partners. Sur le plan mondial, le passeport togolais est classé 81e cette année. Il a ainsi gagné 2 places sur le classement précédent. Dans l'espace économique et monétaire ouest-africain UEMOA, c'est le passeport béninois qui occupe la première place du classement. Cependant, il occupe le 74e rang mondial et 16e sur le plan continental. Le Burkina Faso complète le trio de tête de la zone, se positionnant au 82e rang mondial et 25e rang africain. En Afrique, les Seychelles conservent leur statut de passeport le plus puissant. Les îles occupent le 25e rang mondial. En Afrique de l'Ouest, le Ghana et le Bénin sont leaders et classés 74e rang mondial. À l'échelle mondiale, le classement est dominé par le Singapour. Le passeport singapourien permet aux détenteurs de visiter 195 pays sans visa. Il est suivi du Japon qui garantit à ses citoyens 193 destinations sans visa. Le critère principal de ce classement est le nombre de destinations qu'un passeport peut permettre à son détenteur d'accéder sans visa avec un visa à l'arrivée ou avec une autorisation de voyage électronique. Ainsi, le passeport togolais garantit l'accès à 61 destinations sans formalité préalable. Le taux de chômage des jeunes reste préoccupant en 2025, atteignant 12,6% en 2024, selon le récent rapport de l'Organisation internationale du travail OIT sur l'emploi et les questions sociales dans le monde. Ce chiffre, bien plus élevé que celui des adultes, met en lumière une problématique persistante, notamment dans les pays à faible revenu où un nombre important de jeunes ne poursuivent ni études ni formation. L'une des causes majeures de cette situation réside dans l'inadéquation entre les systèmes éducatifs et les besoins du marché de l'emploi. Dans plusieurs pays, les jeunes diplômés manquent des compétences requises pour s'intégrer sur le marché du travail, les exposant ainsi à des emplois précaires ou au chômage de longue durée. Outre cette problématique, le marché du travail mondial en 2025 reste marqué par une reprise économique fragile. Si le taux de chômage global tourne autour de 5%, les tensions géopolitiques, le poids de la dette et les coûts liés au changement climatique freinent les progrès en matière d'emploi. Bien que l'inflation ait ralenti, les salaires réels connaissent une progression lente, impactant aussi le pouvoir d'achat, en particulier dans les pays en développement. L'OIT souligne également les disparités importantes entre secteurs. Les industries numériques et vertes offrent de nouvelles opportunités d'emploi, tandis que des secteurs comme l'industrie manufacturière et certains services traditionnels peinent à se redresser. Cette transformation nécessite des investissements en formation afin d'accompagner les travailleurs vers ces nouveaux métiers. Par ailleurs, l'égalité salariale entre hommes et femmes progresse à un rythme insuffisant, maintenant des écarts de rémunération préoccupants. L'OIT plaide pour des politiques d'emploi plus inclusives, intégrant une meilleure protection sociale et un accès élargi aux formations professionnelles afin de bâtir un marché du travail plus résilient et équitable. Les maladies tropicales négligées, MTN, constituent un réel problème de santé publique dans le monde, mais aussi au Togo. En effet, chaque année, des milliers d'enfants voient leur croissance et leur développement compromis par les MTN. Il s'agit entre autres des géohelminthiases, des schistosomiases, des envenimations par morsure de serpents, de la lèpre, de l'ulcère de Buruli, du pian, etc. Des maladies relativement anciennes qui sévissent principalement dans les milieux à faible revenu et ayant des conséquences graves sur la population. Dans sa lutte contre les MTN, le Togo a éliminé la transmission du ver de Guinée en 2011, éradiqué la filariose lymphatique en 2017 et la trypanosomiase humaine africaine ou maladie du sommeil en 2020, faisant de lui le premier pays au monde à avoir éliminé 4 maladies tropicales négligées. Le Togo compte éliminer 4 autres d'ici 2030. Il s'agit notamment de l'onchocercose, de la lèpre, du pian et de la schistosomiase. En effet,
Les maladies tropicales négligées MTN menacent plus d'1,7 milliard de personnes vivant dans les communautés les plus pauvres et les plus marginalisées du monde. Ces maladies invalident et défigurent des victimes, les privant non seulement de leur santé mais aussi de leur chance de rester à l'école, de gagner leur vie ou même d'être acceptées par leur famille ou leur communauté. Nombreuses d'entre elles sont traumatisées par des organismes qui dispersent des infections comme la mouche et ont des conséquences sanitaires, sociales et économiques dévastatrices. Pour atteindre ces objectifs, le gouvernement tient à intensifier ses actions en poursuivant la distribution massive de médicaments, en organisant des campagnes de sensibilisation et en instaurant des consultations mobiles pour un dépistage précoce. L'intelligence artificielle, IA, continue de se positionner comme un catalyseur majeur de la transformation des entreprises à l'échelle mondiale. En Afrique subsaharienne, cette révolution technologique se fait de plus en plus sentir dans de nombreux secteurs de l'économie, y compris l'agriculture, la santé, l'éducation et les services financiers. Une étude menée par le cabinet PricewaterhouseCoopers révèle que 65% des entreprises utilisant l'IA dans la région ont observé une amélioration de leur situation financière. Ce chiffre témoigne de l'impact croissant de cette technologie dans un environnement économique souvent marqué par des défis structurels. L'IA offre aux entreprises un éventail de possibilités pour optimiser leurs opérations en réduisant les coûts opérationnels grâce à l'autonomisation et en améliorant la prise de décision à travers des analyses de données plus fines. Les entreprises parviennent à accroître leur efficacité et leur rentabilité. Par ailleurs, l'IA permet une meilleure personnalisation des services et une anticipation plus précise des attentes des consommateurs, contribuant ainsi à l'augmentation des revenus. Cependant, la transition vers l'IA n'est pas sans défi. En Afrique subsaharienne, le manque de compétences locales en technologie de l'intelligence artificielle et l'insuffisance des infrastructures restent des obstacles majeurs. Pourtant, pour les entreprises qui réussissent à franchir ces barrières, l'IA devient un levier de compétitivité, offrant des perspectives de croissance durable. Si les obstacles à l'adoption de l'IA demeurent, ces bénéfices pour les entreprises africaines pourraient se traduire par une transformation profonde des modèles économiques et une amélioration notable de leur compétitivité sur le marché mondial. Les autorités du Niger ont révélé la tenue des assises nationales. Elles auront lieu du 15 au 19 février à Niamey pour définir la durée de la transition en cours. Cette période de discussion cruciale sera marquée par la présentation d'un avant-projet d'un document crucial, la charte de la transition. Une commission nationale a également été mise en place pour superviser ces assises, avec pour mission examiner la situation et proposer des recommandations concrètes. La commission, qui inclut des experts de divers horizons de la société civile aux militaires, est structurée en 5 sous-commissions traitant des sujets tels que la paix, la sécurité, la réconciliation nationale et la refondation politique. La reprise de cours ce lundi à Goma n'a pas connu l'ambiance habituelle. Si quelques élèves ont tenté de retourner en classe, la majorité des écoles sont restées désespérément vides. On est venu ici à l'école pour étudier, mais au fait on a trouvé qu'il n'y a pas un bon nombre d'effectifs d'élèves qui sont venus encore étudier parce qu'ils ont peur qu'à l'école il y a ceci et cela, tout le monde a peur. Mais... Malgré l'appel du M23 à la reprise de cours, l'incertitude persiste. Dans la cour de cette école, le silence est assourdissant. Le pupitre sont vides et les enseignants se retrouvent seuls, sans élèves. Les enseignants sont presque tous présents, mais les élèves deviennent trop peu nombreux. Sur 1000 élèves, nous venons d'enregistrer seulement 20. Alors ça devient difficile pour nous de commencer les activités avec 20 élèves sur 1000. Des enseignants désemparés vivent un climat d'incertitude et se questionnent sur leur prise en charge. Nous, enseignants, nous touchons notre salaire au niveau de la banque. Voilà, ce mois de janvier vient de s'écouler, nous n'avons pas touché notre salaire. Et nous sommes au mois de février maintenant. Maintenant, il est question que nous posons.
Est-ce que c'est le gouvernement de Kinshasa qui va nous payer ou ce sont les autorités établies au niveau de la ville qui vont nous payer? La ville de Goma, tombée aux mains de rebelles du M23 le 27 janvier dernier, a été le théâtre d'affrontements violents entre l'armée congolaise et les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise. Ces combats ont provoqué un climat de peur et d'incertitude, provoquant la destruction de plusieurs écoles et forçant plusieurs personnes à se déplacer dans les écoles. Une autre situation qui complique la reprise normale des activités. Goma, Malaika Élysée, Africa News. Sam Nujoma, dernier grand combattant de la libération en Namibie, est décédé le 8 février à 95 ans. Il était et reste une figure historique de la lutte contre l'apartheid, ayant mené son pays à l'indépendance en 1990 après 30 ans d'exil. En 1960, Sam Nujoma fonde le parti SWAPO et devient son président. Face à l'occupation sud-africaine, il initie une guerre de guérilla qui mènera la Namibie vers la liberté. En 1990, après l'indépendance, Nujoma devient le premier président démocratiquement élu, réconciliant ainsi une nation encore profondément divisée par des décennies de colonisation et de ségrégation. S'il a ouvert des discussions avec l'Occident, Nujoma a toujours défendu la souveraineté de son pays, insistant sur un modèle de gouvernance nationaliste et inclusif. Son influence dépassait aussi la Namibie sur la scène internationale. Il a su forger des alliances avec la Chine, Cuba et la Russie, tout en maintenant un dialogue avec l'Europe. Aujourd'hui, l'héritage de Sam Nujoma, celui d'un homme de vision et de courage, restera à jamais gravé dans l'histoire de son pays. Le parti MK de l'ex-président sud-africain Jacob Zuma a déposé lundi une plainte pour trahison contre AfriForum, un groupe représentant la minorité blanche afrikaner. Cette action intervient après la suspension des aides américaines à l'Afrique du Sud. En cause, une loi signée par Cyril Ramaphosa visant à corriger les disparités raciales en matière de propriété foncière. Celle-ci permet à l'État d'exproprier des terres dans l'intérêt public. Dans sa plainte, le parti de Jacob Zuma accuse AfriForum d'avoir mené une campagne médiatique mensongère afin d'influencer le président américain. Toute enquête démontrera que les accusations infondées de trahison contre AfriForum ne reposent sur aucun élément tangible, a réagi l'ONG dans un communiqué. En Afrique du Sud, les Afrikaners, pour la plupart des descendants blonds des premiers colons hollandais et français, possèdent la majorité des terres agricoles. La minorité blanche représente un peu plus de 7% de la population sud-africaine estimée à 63 millions d'habitants, selon les données de l'agence de statistiques. Cependant, ces données ne précisent pas combien sont les Afrikaners. Le gel de l'aide internationale par le président américain Donald Trump continue de provoquer des ondes de choc à travers le continent africain. Les organisations éthiopiennes de défense des droits de l'homme s'inquiètent. Selon Massoud Gebeyehu Reta, directeur exécutif des organisations éthiopiennes des droits de l'homme, cette mesure pourrait porter un coup à l'action des organismes humanitaires. Cet argent appartient au peuple et il est destiné au peuple. C'est ainsi que le peuple américain souhaite soutenir d'autres communautés à travers le monde dans un esprit de fraternité mondiale. Ce n'est pas un pouvoir discrétionnaire de l'exécutif, mais bien la volonté du peuple, qui veut venir en aide aux personnes touchées par les conflits, le changement climatique, les maladies et d'autres crises. Mon souhait est que cette décision soit très bientôt annulée. La semaine dernière, le ministère éthiopien de la Santé a licencié plus de 5000 agents en raison du gel de l'aide financière pour 90 jours imposée par l'administration Trump. Toutes ces actions vitales menées par les organisations de la société civile seront interrompues et imaginez combien de personnes continueront à souffrir. Ce serait vraiment un message très difficile pour nous en Afrique. L'USAID finance des projets dans environ 120 pays, dans la santé, l'éducation et la lutte contre la pauvreté. L'agence joue un rôle clé dans l'assistance humanitaire en Colombie, la conservation de l'Amazonie brésilienne et l'éradication de la coca au Pérou.
Plusieurs milliers d'Iraniens ont effectué le déplacement à la place de la liberté de Téhéran, à la faveur des 46 ans de la révolution qui a mis fin au règne du Shah Mohammad Reza Pahlavi. Une commémoration annuelle qui, cette année, prend une connotation particulière au vu de l'actualité dans la région. Ce rassemblement montre la détermination du peuple iranien. Malgré les nombreux problèmes économiques imposés à notre pays, le peuple soutient toujours son système de gouvernance, sa révolution et son leader. Ils ne cesseront jamais de résister. Il s'agit du premier rassemblement de ce type depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Il dit qu'il veut négocier. Si vous êtes un homme de négociation, pourquoi faites-vous ces mauvaises actions? Il dit qu'il veut faire cela, mais il cherche à bloquer toutes les voies dans tous les domaines. La médecine, la nourriture, l'eau. Les Américains font cela depuis toujours, et s'ils en avaient été capables, ils l'auraient déjà fait. L'Iran fait face à des sanctions américaines qui plombent la cote de la monnaie locale de manière drastique et historique.